1916 est marquée tout entière par l'offensive sur le front de Verdun. Quelle était la situation? L'armée britannique commandée par le général Douglas Haig, remplaçant du maréchal French, tint le front depuis 10 minutes jusqu'à la Somme. À leur gauche, elle n'avait qu'un seul corps français, celui du général Élie Doissel, et l'armée belge s'y éprouvait. À leur droite se tenait la 6e armée du général Dubois jusqu'au 26 février, puis du général Fayolle. Ce groupe des armées du Nord était sous les ordres du général Foch. La 5e armée du général Franchet d'Esperey jusqu'en février, puis du général Mazel se situait entre Soissons et Reims. La 4e armée du général Gouraud, blessé en Gallipoli, se tenait en Champagne. La 3e armée du général Humbert était en Argonne. Et les troupes du général Hare se positionnaient près de Verdun. Ce groupe des armées du centre était sous les ordres du général de Langle de Cary. La première armée du général Roch jusqu'au 15 mars, puis du général Gérard, se positionnait en Wavre. Le détachement de l'armée du général de Pretz à Nancy. La 7e armée du général de Mauduit dans les Vosges. Les troupes du général de Manche autour de Belfort. Ce groupe des armées de l'Est était placé sous les ordres du général Dubail, puis du général Franchet d'Esperey. Le général Dubail devint gouverneur militaire du camp retranché de Paris de mars 1916 jusqu'au printemps 1918. L'ensemble des forces françaises sur tous les fronts d'Europe avait été confié au général Joffre, dont le chef d'état-major était le général de Castelnau. Nommé chef d'état-major des forces allemandes, le général von Falkenhayn voulut saigner à blanc l'armée française avant que les Anglais ne fussent tout à fait prêts, et son choix se porta sur la ville de Verdun. Pourquoi? Il y eut plusieurs raisons. D'ordre tactique. Opposée à Metz sur la route de Paris, cette ville était aux yeux du public allemand la grande forteresse française. Stratégique. Saillant difficile à défendre, le terrain était boisé et accidenté, donc peu propice à la manœuvre des troupes. Les communications avec l'arrière étaient très médiocres. De plus, le 20 mai 1915, 6 associations métallurgiques d'Allemagne avaient mentionné dans un mémoire que la minette, minerai lorrain, couvrait 60 à 80% de la fabrication du fer brut et de l'acier. Où trouve-t-on ce minerai? Dans le bassin de Briey, sous le feu des canons de Verdun. Psychologique. Faire tomber Verdun, c'est aussi porter un coup au moral des Français, car 78 divisions environ passeront par là. Sur une butte de la Meuse, Verdun dresse sa citadelle et son enceinte fortifiée par Vauban. Construite sur les fondations de l'ancienne abbaye, la citadelle constituait une véritable ville souterraine. Ses sombres galeries de 4 km abritaient de nombreux services. Un central de télégraphie, machines d'eau pour la ville et les forts, des cuisines, magasins de munitions et une vaste boulangerie. Y étaient aménagées aussi des ambulances, des dortoirs pour les troupes, jusqu'à une salle de spectacle. Le 10 novembre 1920, 8 cercueils furent acheminés à la citadelle pour désigner le soldat inconnu qui repose sur l'Arc de Triomphe à Paris. La citadelle souterraine compta 7 km à la fin de la guerre. Elle pouvait être visitée, mais aujourd'hui elle est fermée. Un peu plus loin a été construit un nouveau musée de la citadelle. En face se trouve très récemment un musée-boutique de militaria avec restaurant. De 1874 à 1885, le général Serré de Rivière transforme la place forte en un vaste camp retranché. Il lui donne d'emblée 2 ceintures de forts détachées. Pour la plus rapprochée, Belleville, Saint-Michel, Belle-Rue et Regrets. Pour la plus lointaine, Dugny, Audinville, Moulainville, Souville, Froidterre, Mars et Choiseul. Que compléteront bientôt les ouvrages de Tavannes, de Vachereauville, du Chanat et des Sartelles. Puis seront implantés 5 grands forts modernes à vue lointaine, Douaumont et Vaux vers le nord-est, le Roselier vers le sud-est, l'Andrecourt vers le sud-ouest et le Bois-Bourru vers le nord-est. Par le décret du 5 août 1915, la zone de Verdun est constituée en région fortifiée, commandée par le général R. Malheureusement, sur ordre du grand quartier général, les ouvrages ont perdu leur armement, presque toute leur garnison. Aidé de la 5e armée et du détachement d'armée du général von Strunz, le Kronprinz impérial a pour but de prendre Verdun. Il sera conseillé par le Pfalz-maréchal von Hassler et secondé par un artilleur hors pair, le général von Bösler. Dès la mi-janvier, le rassemblement d'une puissante aviation, la mise en place d'artillerie commencèrent dans la région de Spincourt. À savoir, dans le bois d'Ingry, au nord-est de la forêt de Spincourt, le capitaine allemand Marguerre et sa section avaient créé en février 1915
un lieu de repos, mais aussi un entrepôt de matériel. Il fut intitulé Camp Marguerre. Pour la première fois, le facteur aérien intervient dans la préparation d'une bataille. Le Kronprinz disposa de plus de 200 avions. À la suite des déclarations de déserteurs qui donnèrent même le jour et l'heure de l'attaque, le grand quartier général achemina vers la place les premiers renforts, et, dans le nord, les Britanniques se préparèrent à relever la 10e armée française sur le front d'Artois. Le général von Falkenhayn fit porter tout l'effort sur la rive droite de la Meuse, dont le responsable fut le général von Mutra. Le Kronprinz, lui, commandait le secteur de Verdun. L'attaque du 21 février 1916 eut lieu à 7h15. Un orage d'acier se déclencha de Malencourt aux Éparges, principalement sur la rive droite, entre la Meuse et Fromsee. Du gros calibre fut lancé sur les ponts de Bellerive, Dieu, Troyon et Wimbé, point de passage de la Meuse, et bien sûr sur Verdun. À 16h30, les tirs s'allongèrent et l'infanterie allemande avança. Le 22 février, les soldats français perdirent le village d'Aumont, littéralement écrasé par des obus de tout calibre. Les défenseurs du 362e régiment d'infanterie furent tués ou faits prisonniers. Seuls une cinquantaine d'hommes purent se glisser par le ravin du bois des Corps. Une chapelle et un monument aux morts fut élevé. 80 000 obus frappèrent le bois des Corps. Face à ce déluge se trouvèrent 1200 chasseurs à pied. Sous les ordres du lieutenant-colonel Drian, le 56e bataillon de chasseurs à pied du capitaine Vincent et le 59e bataillon de chasseurs à pied du commandant Renouard ne purent se maintenir. Le repli fut ordonné sur Beaumont. Malheureusement, le lieutenant-colonel Drian et le commandant Renouard furent tués. Sur 1200 chasseurs à pied, il n'en resta que 110. Les Allemands élevèrent une modeste tombe au valeureux officier. Photo d'avant, photo d'après. Gendre du général Boulanger, député de Nancy, lieutenant-colonel Émile Drian était aussi romancier militaire sur le pseudonyme de Danrit. Le bois des Corps ne put être dégagé qu'à la fin de la guerre. Un véritable site du souvenir se constitua autour des héros du bois des Corps. Vers Flabas se trouvent les vestiges du poste de commandement classé monument historique. À l'endroit où tomba le colonel Drian, une petite stèle a été élevée. Le nom de Drian figure d'un côté et de l'autre une inscription. Ils sont tombés silencieux sous le choc, comme une muraille. Un comité d'anciens chasseurs a fait ériger au bord de la route le monument des chasseurs, imposant mausolée, bloc de pierre grise garni d'une succession de petites croix en relief. Le corps du lieutenant-colonel y a été inhumé en octobre 1922. Quelques tombes de chasseurs l'entourent. Le 23, épuisés et non encore secourus, les soldats français durent abandonner ce qui restait de la première position, à savoir Brabant, Herbebois et Vavril. Les rares survivants du bois des Corps rejoignirent les défenseurs de Beaumont, dont les ruines furent prises le 24 février. Une chapelle et un monument aux morts furent élevés. Plus haut se trouve un cimetière ancien avec un autre monument aux morts. Dans les ruines d'Orne se trouve une stèle indiquant « Ici fut Orne détruit en 1916 » et à proximité furent érigés un monument aux morts et une chapelle en mémoire des civils. L'histoire de Samonieu mérita d'être connue. Croyant ce village déjà occupé par les Allemands, l'artillerie française fit pleuvoir ses obus sur les maisons et les tranchées tenues par des soldats français. Le 24 février, armé de lance-flammes, l'ennemi pénétra dans les ruines fumantes du village. Les survivants furent capturés. Grâce au don de Madame Horace Gray, américaine et admiratrice de la France, qui avait lu le livre Réfugiés meusiens du père Barnabé, ce village put renaître. Un remarquable monument aux morts de la commune, l'Alerte au gaz, put s'élever sur les ruines de l'ancien village, et un monument fut érigé au père Barnabé. Le 25, Louvemont fut pris. Ce village ne sera pas reconstruit après la guerre. Un monument aux morts fut érigé ainsi qu'une stèle marquant l'emplacement du poste de commandement de la 51e division d'infanterie, qui, dans ce secteur, a tenu tête à 5 divisions allemandes. Un peu plus loin se trouve une chapelle. À Besonvaux, là aussi les soldats français se trouvèrent en mauvaise posture. Dans ce village détruit furent élevés une chapelle en mémoire des civils, un monument aux patrouilleurs d'André Maginot et un monument aux morts. Le général Joffre ne voulut plus de recul. Tout ordre de retraite sera traité en conseil de guerre. Alors, le chef d'état-major, le général de Castelnau, arriva à Verdun pour calmer les inquiétudes. Le 25 février, il confia au général Pétain le commandement de la 2e armée. Son poste de commandement se situait au premier étage de la mairie de Souy. Après la guerre,
cet endroit deviendra un véritable musée historique. Tout a malheureusement disparu lors de la Seconde Guerre mondiale. Il ne reste que 2 plaques commémoratives sur la façade. De nos jours, un autre musée a été construit. Le général de Castelnau confia l'armée de Verdun au général R. Son poste de commandement était à Dugny. Mais avant la prise de ses commandements le 25 février, le fort de Douaumont tomba aux mains des Allemands, c'est-à-dire le 4e jour de la bataille de Verdun. Écrasés par les moyens d'attaque formidables de l'assaillant, accablés par le nombre, les troupes françaises de première ligne, décimées, durent céder du terrain. Dans le désordre de la bataille, le lieutenant von Brandis réussit à s'infiltrer dans le fort à la tête d'une section de fantassins. Il y trouva le gardien de batterie Chénaud et une quarantaine de territoriaux. Situé sur le sommet à 395 mètres d'altitude, le fort de Douaumont, également bétonné comme le fort de Vaux, mais plus grand et aménagé, fut le plus important, le plus puissant de la défense de Verdun, conçu pour recevoir 800 hommes. Le Kaiser arriva dans la région pour féliciter son fils. Lorsque le général Pétain prit le commandement, les soldats s'installèrent sur la ligne Côte du Poivre, village de Douaumont, saillant de Ardaumont, fort de Vaux, d'Amploup, Aix, etc. Le 20e corps d'armée du général Balfourier vint en renfort. Après le fort, ce fut Douaumont que l'ennemi convoitait. Ce village, situé à 400 mètres environ à l'ouest-nord-ouest du fort, fut occupé par le 95e régiment du colonel Belleny. Devenu lieutenant, Jacques Péricard, celui qui criait à ses hommes « Debout les morts !» en 1914 dans le bois brûlé, était toujours au 95e régiment d'infanterie. Il est représenté ici avec le lieutenant Duracier. Sa compagnie, la 12e, tint le flanc est du village de Douaumont. Le 2 mars, elle sera remplacée par la 10e compagnie du 33e régiment d'infanterie, commandée par le capitaine Charles de Gaulle. Blessé, il fut capturé. Ce fantassin, âgé de 26 ans, passera le restant de la guerre prisonnier en Allemagne, où il tentera de s'évader à 5 reprises. En une semaine, du 26 février au 4 mars, l'ennemi ne réussit qu'à s'emparer du village de Douaumont. Il fut transformé en un champ de ruines. Un monument aux morts et une chapelle ont été construits à la mémoire des civils. La ville de Verdun fut soumise à un bombardement intense. Dès qu'un incendie se déclencha, les pompiers accoururent. Leur chef s'appelait le capitaine Martin. Le général Pétain remania le commandement. Ainsi, le champ de bataille fut divisé en 4 secteurs. Sur la rive gauche fut placé le général Basler, qui cédera sa place au général Alby le 1er mars. Sur la rive droite, le général Guillaumat tiendra les contrepentes du Poivre et l'ouvrage de Thiaumont. Le général Mestre relèvera sans délai le général Balfourier, de Douaumont à Vaux et d'Amploup. Et à l'est, le général Duchesne conservera sa mission de Moulainville aux Éparges. Un groupement du général Barré le soulagera dès que possible du secteur Moulainville, le Roselier. De nouvelles voies d'accès furent tracées. Reliant Bar-le-Duc à Verdun, cette route départementale de 75 km fut baptisée Voie sacrée par Maurice Barrès en avril 1916. Une chaîne sans fin de 6000 véhicules va circuler quotidiennement et sans interruption, transportant 90 000 hommes, 5 000 tonnes de matériel. Leur marche fut naturellement très lente et pénible, environ 8 heures. Une grande partie de l'armée française fut passée par là. Le général Pétain affecta une quinzaine de bataillons à l'entretien de la voie sacrée. Cette tâche fut confiée au général Doumanque. Le chemin de fer appelé le Petit Meusien en amont de Verdun, parallèle à la voie sacrée, se chargea des vivres, 800 tonnes par jour. Le 21 août 1922, le président de la République, Raymond Poincaré, scella la première borne kilométrique de la voie sacrée surmontée d'un casque lauré de couleur verte. Kilomètre par kilomètre, une borne fut installée. Par la suite, à la demande du Conseil général de la Meuse, un bornage spécial a été réalisé. C'est une borne kilométrique surmontée d'un casque en bronze, la calotte de couleur rouge. En 1967, un monument commémoratif a été érigé au carrefour de la route nationale 3 et de la voie sacrée, lieu-dit Moulin Brûlé, pour honorer l'ensemble des chauffeurs. De nos jours, ont été mis tout au long de la voie sacrée des panneaux représentant camions transportant les soldats. Lors de l'offensive du 21 février, qui mit la ville de Verdun en ruine, les hôpitaux furent transférés à l'arrière. Un des principaux fut installé dans le petit village de Vadelincourt, à quelques kilomètres de la voie sacrée, dans la région de Souy.
Un cimetière militaire de 1742 tombes avec le monument aux héros de l'armée de Verdun fut créé. Le général von Falkenhayn résolut de lancer une puissante offensive contre les positions françaises de la rive gauche, qui, jusque-là, n'avaient été que bombardées.